Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière santé des maladies rénales rares. Cette deuxième série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur la lithiase urinaire de l'enfant, une pathologie rénale encore méconnue du grand public. Ce PNDS a été publié en 2021 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Ce travail a été coordonné par le Dr Sandrine Lemoine et le Dr Aurélia Berthollet-Thomas, membres du Centre de référence des maladies rares rénales de la Réunion et du Grand Est, ou MAREJ, sous l'égide de la filière ORCID. Dans ce quatrième et dernier épisode, on parle de prévention. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter que les calculs ne reviennent? Comment aider les enfants et leurs familles à adopter les bons réflexes au quotidien? Pour répondre à toutes ces questions, on retrouve le docteur Emery, néphropédiatre. Bonjour docteur. Bonjour Tariq, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui c'est un épisode essentiel parce que la prévention c'est vraiment la pierre angulaire de la prise en charge à long terme. On entend souvent dire que boire beaucoup d'eau, c'est bon pour les reins. C'est vrai aussi pour la prévention des calculs? Alors c'est plus qu'un conseil Tariq, c'est une règle d'or. L'hydratation abondante, c'est le premier geste préventif contre la formation des calculs urinaires, quel qu'il soit. Chez l'enfant, c'est nécessaire de mettre en place une hyperhydratation en moyenne 2 à 3 litres par mètre carré tout au long de la journée. Donc ça suppose de boire régulièrement toute la journée, notamment bien boire au moment des repas, 400 à 600 ml 4 fois par jour par exemple, et y compris le soir et juste avant d'aller se coucher, parce que la concentration urinaire, elle est maximale la nuit. Donc c'est important d'essayer d'avoir les urines les mieux diluées la nuit. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à demander un certificat pour que l'enfant puisse boire et aller aux toilettes pendant la classe. Il faut privilégier l'eau plate. Elle est pauvre en sodium et en calcium. L'eau du robinet, par exemple, c'est très bien. Par contre, on évite les sodas, les jus de fruits industriels, les eaux très minéralisées. Parfois, en cas de pathologie spécifique comme une cystinurie ou une hyperexalurie, le néphrologue il peut conseiller une eau particulière. L'alimentation joue aussi un rôle important? Absolument. Certains aliments favorisent la formation de calculs, d'autres la préviennent. On adapte donc le régime en fonction du type de calcul identifié. Mais il y a quand même des principes généraux, notamment limiter les apports en sel, parce que le sodium augmente l'excrétion urinaire de calcium, et avoir des apports normaux, pas en excès, en protéines animales, la viande rouge, la charcuterie. En général, on recommande d'en consommer une fois par jour, parce qu'elle favorise l'excrétion de calcium, d'oxalate et acidifie l'urine, ce qui est rarement bon. Mais la plupart du temps, la mise en place d'un panier repas n'est pas nécessaire. L'enfant peut continuer de manger à la cantine, sauf indication médicale. Et à l'inverse, on encourage la consommation de fruits et de légumes frais qui sont riches en citrate, un inhibiteur naturel de la cristallisation urinaire. Et attention au régime déséquilibré. Supprimer les produits laitiers est totalement contre-indiqué, même en cas de calcul calcique. On conseille au contraire d'en consommer 3 à 4 par jour. Quant à la vitamine D, prudence, notamment quand il y a une hypercalciurie. La supplémentation quotidienne est souvent préférée aux charges en vitamine D sous forme d'ampoule, mais cela sera évalué avec le spécialiste. Et dans certaines formes d'hypercalciurie, il faut une protection solaire efficace dès les premiers jours d'ensoleillement. Une fois le traitement mis en place, comment se passe la surveillance? Eh bien, un suivi médical régulier est indispensable même si l'enfant se sent bien. On réalise en général des analyses d'urine régulières où on va rechercher des cristaux, contrôler le pH urinaire, s'assurer de la bonne dilution des urines, etc. On va réaliser des échographies rénales tous les 6 à 12 mois en fonction de la pathologie sous-jacente du patient pour surveiller la récidive, la formation de nouveaux calculs. Et en cas de maladie métabolique identifiée, un bilan métabolique urinaire des 24 heures est réalisé souvent une fois par an. Le but, c'est de détecter les anomalies avant qu'un nouveau calcul se forme et d'ajuster les recommandations au fil de la croissance de l'enfant. Et du côté des familles, comment les accompagner? Oui, c'est un aspect central. Un enfant seul ne peut pas gérer son hydratation, son alimentation ou ses rendez-vous médicaux. Donc l'éducation thérapeutique concerne toute la famille. Alors on prend le temps d'expliquer les mécanismes de la maladie, le rôle des mesures diététiques, les signes à surveiller. Les parents, ils deviennent vraiment acteurs du traitement et ça change tout.
On peut mettre aussi en place des stratégies pratiques, par exemple des applications pour suivre la quantité d'eau bue, un agenda santé partagé ou même un tableau à la maison par exemple pour motiver les plus jeunes. L'objectif, c'est que l'enfant intègre ses gestes de façon durable, progressive, sans anxiété et surtout qu'il garde une bonne qualité de vie. Est-ce qu'il y a des périodes où la vigilance doit être renforcée ? Oui, tout à fait, notamment pendant les périodes estivales, avec la chaleur, la transpiration, les enfants sont plus à risque de déshydratation. Donc il faut boire plus et surveiller les urines qui doivent rester bien claires. Il y a aussi les périodes de fièvre, de vomissement ou de diarrhée où les apports hydriques peuvent diminuer, les urines peuvent devenir beaucoup plus concentrées et c'est vrai qu'il faut alors réagir rapidement pour éviter une récidive aiguë. Et enfin, il y a la période de la puberté qui va être une période charnière puisqu'il y a des changements hormonaux, alimentaires, comportementaux. C'est un moment clé pour resensibiliser les adolescents qui peuvent avoir tendance à relâcher les bonnes habitudes à ce moment-là. Merci beaucoup, Dr Emery. Cet épisode montre bien que prévenir la lithiase, c'est un travail d'équipe. Le médecin, la famille et l'enfant lui-même. Merci Tariq et merci à tous les auditeurs. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que mieux connaître la lithiase urinaire chez l'enfant, c'est déjà mieux la prévenir. Et il existe des ressources, des spécialistes, des parcours de soins adaptés. Il ne faut jamais rester seul face à une lithiase récidivante ou complexe. Donc consultez tôt, dès les premiers épisodes, insistez sur un bilan complet, y compris métabolique et parfois génétique, et suivez les recommandations diététiques et médicales avec rigueur, même quand l'enfant va bien. Merci à tous. Ce dernier épisode clôture notre série, mais vous pouvez bien sûr réécouter les précédents à tout moment. Je vous rappelle que le PNDS sur la lithiase urinaire de l'enfant est disponible sur le site de la HAS et le site de la filière Orchid. Merci à tous de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt sur ce podcast.